Bonjour chers tous. Vous êtes-vous déjà retrouvés au travail où on demande des propositions mais personne n'ose donner des idées? Tout le monde se tait, mais tout le monde sait aussi qu'il y a un souci. Ou bien vous êtes un manager, ou bien vous dirigez une équipe, mais vous n'arrivez pas à avoir des retours de vos subalternes ou de vos collaborateurs, mais vous savez quand même qu'il y a un souci, mais personne ne veut s'exprimer. Personne ne veut donner d'idées et vous êtes un peu dans une confusion où vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la personne qui nous a posé cette question. Et il aimerait savoir qu'est-ce qui arrive dans ce genre de cas, qu'est-ce qui est derrière. Rejoignez-nous dans notre discussion pour en savoir plus. Vous êtes sur VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Un chef d'entreprise nous a donné un cas pour son entreprise parce qu'actuellement, il se trouve en pleine confusion de ce qui se passe. Il dit qu'il apprend, mais d'une manière informelle, qu'il y a des problèmes dans son entreprise, des dysfonctionnements et même des plaintes au sein de son entreprise. Mais que quand il organise des réunions, formelles donc, pour demander aux employés ce qui ne va pas bien, il n'y a pas de réponse. Même quand il demande s'il y aurait des idées pour améliorer l'ambiance au travail ou bien même pour améliorer la manière dont il travaille, il ne reçoit pas de retour. Les employés restent silencieux. Ils ne disent rien. Et maintenant, il se trouve dans une situation compliquée où il dit qu'il est en pleine confusion parce qu'il ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il n'arrive même pas à comprendre ce qu'il y a. Que diriez-vous à ce chef d'entreprise? Je dirais que les employés dans ce cas ne se sentent pas suffisamment en confiance et en sécurité pour exprimer leur point de vue sans avoir peur de subir des conséquences surtout nuisibles à leur emploi ou d'afficher leur vulnérabilité sans avoir peur des jugements ou des punitions sévères. Je dirais alors que dans cette entreprise, il n'y a pas suffisamment de sécurité psychologique pour permettre aux employés de s'exprimer, de se lâcher. C'est quoi concrètement la sécurité psychologique d'une organisation, d'une entreprise ou d'une équipe? La sécurité psychologique, c'est une sensation collective de bien-être, de confiance, d'aisance qui permet aux employés d'une entreprise, d'une organisation ou aux membres d'une équipe de donner leur point de vue sans avoir peur des conséquences possibles et de montrer leur faiblesse et leur vulnérabilité sans avoir peur des jugements ou des punitions sévères. C'est ça la sécurité psychologique. Mais alors pourquoi la sécurité psychologique est si importante, par exemple pour une entreprise, pour une organisation, pour une équipe dans ce sens-là? Prenons par exemple les études faites par une certaine Amy Edmondson de l'université de Harvard ou les études faites par Google dans le cadre du projet intitulé Aristote. La sécurité psychologique permet la libération de la parole, permet plus de liberté dans une équipe, dans une organisation, dans une entreprise, permet plus d'initiatives, permet plus d'amélioration continue, permet la réduction douce des conflits. C'est un climat qui stimule les propositions, les innovations, la créativité. Et c'est aussi un climat qui stimule la détection des non-dits, comme dans la réunion dite, la détection des problèmes cachés, mais aussi l'identification des solutions créatrices. Donc avec la sécurité psychologique, plus de réunions stériles. C'est quand même intéressant parce que ça permet quand même de savoir où on en est. Mais alors dans ce cas-là, quels sont les critères qu'il faudrait instaurer dans une entreprise, une organisation ou même au sein d'une équipe pour développer cette sécurité psychologique? Il y a 3 critères importants. D'abord, le premier, c'est la bienveillance, qui est une mentalité collective qui permet aux uns de prendre soin des autres grâce à une forte logique d'inclusion. Donc, dans une équipe, une entreprise ou une organisation où
il y a la sécurité psychologique. Un employé peut compter sur ses collègues car il les trouve fiables. Le deuxième critère, c'est le droit à l'erreur, qui est une mentalité collective qui permet de prendre les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et non des échecs à punir. Donc, dans une entreprise, une organisation, une équipe où il y a plus de sécurité psychologique, un employé peut commettre une erreur et la rendre publique, si du moins c'est une erreur intelligente. Il peut dire en pleine réunion, j'ai échoué à faire ça, sans s'attendre à être puni, mais pour stimuler la créativité, l'apprentissage. Troisième critère, c'est l'humilité, qui est une mentalité collective qui permet de partager les faiblesses et les vulnérabilités avec le groupe. Dans une entreprise, une organisation, une équipe où il y a la sécurité psychologique, un employé peut dire « je ne sais pas, je n'ai pas de solution au problème posé, on peut m'aider », des choses comme ça. Ça semble quand même important, ces 3 éléments. On vient de parler de bienveillance, du droit à l'erreur et de l'humilité. Mais comment on fait alors pour développer la bienveillance au sein d'une équipe, d'une organisation, d'une entreprise? 1, c'est accorder de la valeur aux compétences et aux expériences individuelles. Par exemple, si l'équipe a un problème de communication, les autres membres ou le chef d'équipe peut demander de l'aide à un membre de l'équipe fort en communication, même si ce n'est pas son poste. Ça, c'est très important. 2, c'est rechercher l'avis de l'autre parce que son avis compte. Par exemple, ne pas ignorer les bons avis des subalternes parce que ce sont des subalternes. Parce qu'il y a des entreprises où un chef peut ne pas faire une bonne chose d'ailleurs, parce qu'elle a été proposée par un subalterne. L'autre chose, c'est de donner de la valeur à une idée qui a été exprimée, même si cette idée n'est pas bonne, n'est pas la repousser violemment. C'est intéressant. Vous avez également parlé du droit à l'erreur, parce que vous avez parlé aussi de ce que vous avez appelé d'erreurs intelligentes. Ça veut dire qu'il doit y avoir certaines erreurs qui ne sont pas intelligentes. Absolument. Pourriez-vous nous dire un peu plus comment on fait pour développer au sein d'une équipe ou bien d'une organisation ou d'une entreprise, on fait comment pour développer ce droit à l'erreur? D'abord, mettre en place un cadre qui permet de reconnaître quand l'erreur est acceptable ou pas. Parce que la sécurité psychologique n'est pas là pour promouvoir des erreurs bêtes où un individu n'arrive pas à répéter une opération qu'il fait depuis des années, mais privilégier des erreurs intelligentes issues des processus d'innovation, de créativité, où des individus tentent de nouvelles choses, tentent d'innover. Il y a aussi mettre en place un cadre qui permet d'apprendre sur les erreurs qui ont été faites. Par exemple, vous pouvez consacrer la réunion hebdomadaire, par exemple, de lundi, les 30 premières minutes de cette réunion, à discuter sur les erreurs instructives qui ont été commises la semaine passée. Il y a aussi la compréhension et le respect de la personne qui a commis l'erreur. Arrêtez de le juger sévèrement, mais essayez de comprendre son contexte, parce que ça peut la libérer. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, pas mal de personnes se retiennent parce qu'ils ne savent pas si ça ne marche pas et que tu as engagé peut-être même des frais d'une entreprise ou bien tu as engagé du temps et tout ça et ça échoue. Donc, certainement que beaucoup ont peur d'échouer et de pouvoir en subir les conséquences. Vous avez parlé de quelque chose aussi que j'ai trouvé important, mais que j'aimerais comprendre un peu plus comment on fait. Vous avez parlé aussi d'humilité. Comment fait-on pour développer dans une équipe, dans une organisation, dans une entreprise, l'humilité? Il est question, premièrement, de reconnaître les limites individuelles. Reconnaître à l'individu qu'il a le droit de dire « je ne sais pas ». Je n'ai pas de solution au problème posé. C'est reconnaître aussi, deuxièmement, à l'individu le droit de dire « j'ai besoin d'aide ». C'est la valorisation faite de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Quelqu'un de plus expérimenté peut venir à mon secours. Il peut aussi, troisièmement, être question de mettre en place un climat de sécurité où les individus, les membres de l'équipe, les membres de l'organisation, de l'entreprise peuvent poser toutes sortes de questions relatives au travail, même les questions bêtes, pour au fait
déceler les non-dits, les problèmes cachés qui peuvent nuire à la productivité individuelle et collective. Ce que vous venez de dire, c'est vraiment intéressant. Ça permet de voir à quel point des fois, ça freine même l'innovation parce qu'on a peur de changer en système, en fonctionnement, ou même de proposer si peut-être on se dit que ça ne sert à rien du tout, de donner une idée si cette idée ne sera pas tenue vraiment en compte. Auriez-vous un dernier mot? Se dire que la sécurité psychologique est très, très, très importante parce qu'elle résulte des études très sérieuses qui ont été faites au sein de Google en 2015, une étude qui a duré plus de 2 ans et qui a montré que la sécurité psychologique est le critère le plus important qui permet la performance, l'efficacité, l'amélioration des équipes, qui dépasse tous les autres critères. Donc, avec la sécurité psychologique, les potentiels se libèrent. Mais sans la sécurité psychologique, les potentiels sont emprisonnés et le rendement individuel et collectif en souffre terriblement. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ces conseils vont pouvoir éclairer la personne qui nous a posé cette question pour pouvoir savoir par où commencer pour résoudre son problème. Merci. Je l'espère moi aussi. Merci. J'espère que vous l'aurez compris, la sécurité psychologique est vraiment importante au sein d'une équipe, d'une organisation ou d'une entreprise. Elle est même à l'origine de ce qui peut permettre l'innovation et l'épanouissement au sein des équipes. Tenez-en compte si vous avez des équipes à gérer ou même une organisation à manager. C'est important de savoir dans votre gestion quotidienne à quel point c'est important d'avoir des collaborateurs qui se sentent libres d'innover, mais également libres de contribuer à l'épanouissement collectif de l'entreprise, de l'organisation ou de votre équipe. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous joindre. On sera bien ravis de vous accompagner dans ce processus de développement organisationnel dans lequel vous êtes au sein de vos équipes. Nous vous remercions de nous suivre sur votre chaîne Virtap. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, mais également de regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider et contribuer dans votre développement personnel et organisationnel. On se dit à la prochaine.